Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une petite vidéo où on fait un tour d'horizon des commanders de Commander 2019 pour le Commander multijoueur convivial. Ça fait beaucoup de commanders. On enchaîne directement avec Sévin, le chronoclysme. Donc pour deux incolores, un bleu, un rouge, un blanc, une 2-2 créature légendaire humain et sorcier qui dit prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à Sévin, le chronoclysme. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière à chaque tour, copiez ce sort et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. On a déjà un petit peu parlé lors de la première vidéo sur les spoils de Commander 2019. C'est un peu faible en fait tout simplement parce que la plupart des sorts avec le flashback sont un peu faibles. Alors ce que ça permet de faire de très cool, c'est de revisiter votre collection et de rendre plus jouable des sorts qui n'étaient pas vraiment avant, parce que vraiment ils étaient mauvais. Et là, ils prennent une nouvelle vie grâce à ça. Et si c'est quelque chose qui vous fait plaisir de revisiter votre collection et les cartes que personne d'autre jouerait grâce à ce général, alors c'est vraiment un truc intéressant. Mais pour aller peut-être un peu plus loin, on va peut-être vouloir utiliser sa première capacité aussi, qui prévient les blessures qui devraient lui être infligées, qui sont assez intéressantes avec des cartes comme Paria pour devenir insensible aux dégâts. On va aller plus loin dans une vidéo dédiée sur l'amélioration du préconstruit de Sévin. Ensuite, on a Elsha de l'infini. Pour deux incolores, un bleu, un rouge, un blanc, c'est une 3-3 djinn et moine qui a la prouesse. Donc à chaque fois qu'on joue un sort non créature, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Elle nous permet de regarder la carte dessus de notre deck à tout moment. Et si c'est une carte non créature, non terrain, on peut le lancer comme si elle avait le flash. Alors il y a des joueurs qui trouvent que au final, avant même de changer le préconstruit, c'est déjà mieux de jouer Elsha parce que Elsha, sa capacité est déjà bien avec toutes les cartes et pas que les sorts avec le flashback. Notamment, en fait, Elsha, ce que ça permet, en fait, déjà c'est un genre de vision de l'avenir qui restreint à certains types de cartes. Donc on fait du card advantage, on peut jouer plus de cartes. Un général qui de base fait du card advantage, c'est assez intéressant. Ça synergise bien avec des cartes en fait comme Kikar ou Joyra qui permettent en fait de faire, en fait, on peut faire un deck cohérent autour où on enchaînerait les sorts non créatures, non terrain, et on pourrait du coup faire plein d'effets qui vont avec, générer des tokens, faire du mana, etc. Donc il y a un deck à thème à faire autour de ça, autour de cartes récentes. Et en fait, ce que Elsha a vraiment comme valeur ajoutée par rapport à Sévin, c'est qu'on peut se dire, j'ai envie de faire un deck sort, ou tiens, j'ai envie de faire un deck enchantement, ou un deck artefact, et tout va marcher. Ça, c'est assez cool. Donc, en l'occurrence, on peut tout à fait faire une version peut-être un peu plus compétitive et péchue de Elsha, où on enchaînerait tous les artefacts à mana, les Sol Ring, les Mana Crypt, etc., pour faire des tonnes de mana d'affilée, et peut-être partir en storm. Donc, pour le coup, Elsha a un réel potentiel aussi bien compétitif que convivial. Et notamment, ce que j'aimerais noter, c'est la grosse différence avec Narzet. Narzet, c'est considéré comme un général qui est assez toxique en multijoueur, parce que on la joue, personne ne peut la tuer parce qu'elle a l'Hexproof, c'est compliqué à gérer la défense talismanique. Puis souvent ce qui se passe, c'est ok, elle attaque, puis elle met des arpenteurs, des tours supplémentaires, etc. Et directement le jeu devient un enfer, t'as le joueur qui va continuer à jouer pendant 1 million d'années, qui va faire des phases d'attaque supplémentaires, dégager Narzet, réattaquer avec, etc. Et on s'ennuie, et on ne sait pas trop quoi faire pour la contrer, enfin voilà, l'enfer. Là où Elsha, on peut parfaitement la tuer. Les sorts, il faut continuer à les payer. Donc en convivial, en fait, on peut en faire un deck qui est vraiment convivial, qui marche et qui est pas galère. C'est pareil, on pourrait le comparer à Melek. Melek qui est souvent joué en storm en fait avec que des sorts. Et du coup les sorts on peut pas interagir avec avant de jouer bleu. Donc en fait ça restreint énormément ce qu'on peut faire pour jouer contre. Voilà, Melek, son général est arrivé, il lui a mis des jambières, puis il a fait blablabla, il a joué 35 sorts et on pouvait pas faire grand chose et on s'est ennuyé quoi. Donc Elsha permet en fait, grâce au fait qu'on peut jouer des arpenteurs, des artefacts, des enchantements, des cartes qui restent sur la table, qu'on peut gérer plus facilement, de faire un deck qui est vraiment fair, vraiment convivial et intéressant. Ensuite on a Pramikon, le rempart du ciel. Pour un bleu, un rouge, un blanc, c'est une 1-5 légendaire mûre qui a le vol et le défenseur. Quand il arrive en jeu, on choisit gauche ou droite, et maintenant on peut attaquer que dans ce sens. Donc ça, c'est un peu une version revisitée de la barrière mystique, mais le gros défaut, c'est que là, on choisit quand Pramikon arrive en jeu et on ne rechoisit pas après. Le gros avantage de la barrière mystique, c'est qu'à chaque tour, on peut se dire « Ah, là, j'ai plutôt envie qu'on attaque à gauche, parce que le mec à ma gauche, il a beaucoup de créatures et je veux pas que ce soit moi qui l'attaque. Ce tour-ci, je préfère à droite et je peux changer d'avis, quoi. »
Là où bah, Pramicon, je peux pas changer d'avis. Donc il va falloir que je passe par un sentiment à un moment donné ou par une carte comme ça pour arriver à changer d'avis, ce qui est un peu plus contraignant. Ensuite, on pourrait se dire bah ça pourrait préparer un deck mûr, mais c'est pas les bonnes couleurs pour Doran ni pour Arcades. Donc on peut pas commencer à permettre à nos créatures, à nos murs d'attaquer et de faire du taf. Et du coup c'est un peu dommage, là, un peu opportunité manquée à mon goût le Pramicon, parce que ça a l'air moins bien que Barrière Mystique, moins bien que Doran, moins bien qu'Arcades. Du coup bah, j'ai pas très envie de le jouer, en tout cas en tant que général. Là où peut-être que dans un autre jeu, pour proposer une restriction d'attaque, dans un jeu qui aimerait pas trop attaquer, bon, pourquoi pas. Mais voilà, je suis vraiment pas fan. Ensuite, on a Gérard, le héros de l'Aquilon. Pour 2 incolores, un blanc, un rouge, c'est une créature légendaire humain et soldat 3-3 avec l'initiative. Et quand il meurt, on l'exile et on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et de créatures de notre cimetière qui ont été mises ce tour-ci, depuis le champ de bataille. Donc en fait, déjà, ce que ça permet, c'est d'avoir un deck blanc-rouge, un général blanc-rouge de plus, qui va bien avec une stratégie agressive. Voilà, on joue tour 1 créature, tour 2 créature, tour 3 créature, tour 4 Gérard, et on agresse, on agresse, on agresse. Et les mecs en face vont vouloir en fait faire une colère de dieu et raser la table. Et on est embêté en fait parce que on va tout perdre. Et vu qu'on a du mal à accélérer, à faire du card advantage en blanc-rouge, ben ça va vraiment nous faire très très mal quoi. Gérard, ce qui peut permettre, c'est d'avoir une stratégie agressive où quand on se prend un... Alors soit il faut tuer Gérard puis faire un sort pour raser la table, soit on fait un sort pour raser la table et ça tue que Gérard en gros. Donc ça permet de limiter un petit peu la casse, de compliquer le fait de se faire gérer. Donc ça pour un jeu agressif c'est intéressant. Une autre option qui a été identifiée qui est très intéressante, c'est qu'on peut choisir de nous-mêmes envoyer nos créatures et nos artefacts au cimetière et de les ramener. Donc par exemple c'est le principe de stratégie Eggs, où on joue beaucoup de cartes qui ont des effets quand elles arrivent en jeu et quand elles meurent. Et on va les sacrifier, les faire revenir, utiliser des cartes comme récompense de la foi. Il y a eu un deck en moderne du coup qui exploitait ça. Et du coup on peut jouer des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu et de mort, comme Simulacre Solennel qui va chercher un terrain quand il arrive et qui fait piocher une carte quand il meurt. Des cartes pour les sacrifier comme l'Hôtel Phyrexian. Et pourquoi pas en fait aligner des effets quand il y a des arrivées et des départs de jeu. Par exemple Purphoros. Purphoros, je crois qu'une créature va arriver en jeu sous notre contrôle, on va coller 2 à tous les adversaires. Donc là on va faire on s'en va, on revient, on s'en va, on revient, blablabla. Du coup je vais chercher des terrains, je pioche, je ramène des créatures, je colle des dégâts, je fais ci, je fais ça, etc. On accumule les effets et on peut avoir un deck très marrant avec beaucoup de choses qui se passent et qui étrangement se met à aller chercher des terrains et piocher des cartes en blanc-rouge. Donc une nouvelle version d'un général qui permet réellement de contourner les limites du blanc-rouge, un petit peu comme Plume l'a proposé. Ensuite, on passe à un autre deck avec Kadina, la sorcière ondoyante. Pour un incolore, un noir, un vert, un bleu. C'est une 3-3 légendaire Naga et sorcier qui dit que le premier sort de créature face cachée que vous lancez à chaque tour coûte 3 de main à lancer. À chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Donc là, en fait, c'est très simple, c'est quand vos mus deviennent gratuites et font piocher, elles deviennent quand même bien meilleures en fait. Et ça peut permettre de faire un deck très intéressant où tout à coup toutes vos mus qui restaient dans les fins fonds des classeurs prennent une nouvelle vie et arrivent dans votre deck et sont réellement bonnes. Et ça c'est vraiment le ton de cette extension Commander qui permet de revisiter les collections et de ressortir plus de cartes des classeurs. Ce qui est vraiment aussi un truc qu'on retrouve en Commander et un peu nulle part ailleurs. Donc ça c'est assez cool, ça permet de faire des trucs vraiment stylés et on va aller plus loin là-dessus dans une petite vidéo sur les améliorations à faire au préconstruit pour le Commander multijoueur convivial. Ensuite on va avoir Rayami. Rayami elle a été un peu comparée à Merzil en version capacité. Rayami, la première à tomber, c'est pour un incolore, un noir, un vert, un bleu, une 5-4 vampire qui dit que quand une créature non jetante devrait mourir, à la place on exile avec un marqueur 100 sur elle. Et tant qu'une carte exilée avec un marqueur 100 sur elle a le vol, Rayami a aussi le vol. Et ça marche aussi pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la protection, la portée, le piétinement et la vigilance. Alors déjà, il faut voir que c'est un peu comme un Afenza, ça permet de mieux gérer les cimetières naturellement avec le général. C'est un général qui a quand même 5-4 pour 4, ce qui n'est pas ridicule. Et ce qu'on va faire, comme Merzil, où on va enchaîner les cartes qui ont des capacités activées, là on va enchaîner les cartes qui ont des mots-clés. Des mots-clés intéressants qu'on peut copier. Et là-dessus, encore une fois, on peut trouver plein de petites boues
qui ont plusieurs capacités, comme le chien du fléau par exemple, qui va ajouter 2 capacités intéressantes à Rayami. Mais on peut aussi en fait rendre notre général totalement intombable, ce qui est un petit peu contradictoire avec le premier à tomber. Parce que si je prends Kefnet, qui a le vol à l'indestructible, et une Kératide Sylvestre par exemple, qui a la défense talismanique, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais les sacrifier les deux. Je vais m'arranger pour que du coup il se fasse exiler. Et maintenant mon général, en fait, indéfiniment, vu que c'est un exilé avec un marqueur 100, donc à chaque fois que je vais le jouer, il aura l'indestructible et la défense talismanique. Ce qui le rend plutôt difficile à tuer. Et donc si vous commencez à enchaîner toutes les capacités comme ça, et pourquoi pas à booster votre général, lui mettre des gros enchantements, des rancœurs, des trucs un petit peu plus péchus, hop, des +7+7, des gros équipements, une épée de festin de famine, etc. Bah, vous avez un général qui peut faire extrêmement mal. Imaginez, voilà, indestructible, défense talismanique. Bah déjà, bonne chance pour arriver à le virer de la table. Puis bah maintenant, vous lui dites, ok, bah vigilance, donc maintenant je peux attaquer avec sans que ça m'empêche de bloquer avec. Peut-être gain de vie, donc comme ça, je vais gagner des points de vie à chaque fois qu'il attaque, et si au moins on m'attaque, bah ça va pas faire grand chose parce que je vais bloquer et gagner des points de vie. Et bah peut-être que je vais dire tiens, double initiative, puis je vais lui coller des boosts, et puis bah d'un coup votre général en fait il colle des patates sévères en fait, il peut espérer tuer tout seul. Et alors je voulais rajouter bah pourquoi pas le vol par exemple, la menace, la protection, le piétinement, et bah d'un coup bah vous avez beau bloquer, il se passe pas grand chose, ou alors c'est très dur de bloquer quoi. Donc ça peut proposer une nouvelle version de Voltron qui demande une préparation qui est totalement différente, qui revisite vos classeurs et qui est assez intéressante à jouer. Ensuite on va avoir Volrage. Volrage du coup, ou Volrage je sais jamais, le voleur de forme, c'est pour 2 incolores, un noir, un vert, un bleu, une 7-5 costaud, créature légendaire change forme. Au début du combat pendant votre tour, mettez un marqueur -1/-1 sur jusqu'à une créature ciblée. Et pour 1 mana, je peux dire que jusqu'à mon prochain tour, Volrage, le voleur de forme, devient une copie d'une créature ciblée avec un marqueur sur elle, excepté qu'il est toujours 7-5 et qu'il a toujours cette capacité, donc je peux changer d'avis et le réutiliser. Donc ça, ce que ça va pouvoir faire, c'est que déjà, ça peut préparer un plan marqueur. Donc potentiellement, votre Apatra, votre Yawgmoth, qui étaient des decks séparés, ou que vous pouviez avoir envie de jouer ensemble dans un deck marqueur -1/-1 commun, bah, vous allez pouvoir du coup les ajouter à ça. Vous allez peut-être pouvoir aussi ajouter, pourquoi pas, le Krach expérimental en fait. Ajouter un certain nombre de cartes qui synergisent avec des marqueurs. Si vous commencez à mettre des marqueurs -1/-1 ou +1/+1, peut-être que la persistance ou ce genre de capacité qui mettent des marqueurs +1/+1 ou -1/-1 pour faire revenir la créature deviennent assez intéressantes, parce que vous pouvez facilement en fait retirer les marqueurs, remettre des marqueurs et vous assurer que vous avez des créatures immortelles. C'est aussi un plan pour un jeu clone éventuellement. Un jeu clone où vous copiez constamment les meilleures cartes adverses. Donc comme on le disait tout à l'heure, ça veut dire que votre deck s'adapte à la puissance des decks en face. Imaginez le mec en face a un super deck avec des créatures extrêmement puissantes. Bah du coup en les copiant vous aurez des créatures super puissantes vous aussi. Vous arriverez à tenir le rythme plus facilement. Là où bah, si les decks en face sont mous avec des mauvaises créatures, bah, vous serez mou avec de mauvaises créatures. Mais un peu moins mou parce que vous resterez 7-5. Donc ça peut permettre de s'adapter aux différents niveaux de deck en face. Une dernière petite possibilité, c'est de jouer un deck poison. En noir, vert, bleu, il y a beaucoup de cartes poison assez intéressantes. Et les marqueurs poison, en fait, quand une créature avec l'empoisonnement inflige des blessures à une autre créature, elle lui laisse des marqueurs -1/-1 à la place. Et du coup, ça c'est assez intéressant parce que ça devient des cibles pour la capacité de votre Volrage, pour copier plein de créatures. Donc vous pouvez à la fois avoir une bonne option pour jouer un deck poison avec un général différent. Et une des difficultés des decks poison, c'est ok, vous êtes hyper agressif et ensuite pas grand chose. Ensuite, votre Volrage qui s'adapte aux puissances des créatures en face va peut-être permettre de prendre la relève ou de copier une grosse créature empoisonnement ou des effets divers qui vous permettront de compenser. Assez cool. Grismold, le semeur d'effroi. Grismold, j'étais pas forcément emballé de base, vous allez voir pourquoi. Pour un incolore, un noir, un vert, c'est une 3-3 troll et chaman piétinement. Et au début de votre étape de fin, chaque joueur crée un jeton de créature 1-1 verte plante. Chaque joueur, et je déteste donner des cartes à mes adversaires. À chaque fois qu'un jeton de créature meurt, par contre, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Grismold, le semeur d'effroi. Il a piétinement, donc ça veut dire que quand même, les petits jetons que vous filez vont pas contribuer à Bodyblock Grismold pendant 1 million d'années. Par contre, s'il y a d'autres cartes, en fait, ça peut contribuer. En tout cas, ce qui peut se passer malheureusement, c'est que vous allez accumuler les bloqueurs un peu partout.
et peut-être venir nourrir des capacités liées au nombre de créatures en jeu ou aux jetons, et vous allez prendre des risques quoi. Et ça, c'est pas un truc qui m'emballe beaucoup. Dans le préconstruit, je suis vraiment pas fan de cette carte là qui peut faire plus de mal que de bien. Par contre, dans un deck à part, en fait, ce qui est intéressant, on commence à avoir un thème. Le thème, c'est je vous file un cadeau, et c'est pas vraiment un cadeau en fait, vu qu'il va contribuer à booster mon général qui va être très gros et piétinement. Et ce thème là, on peut le pousser en fait. Il y a des cartes comme Cheval d'Acros, Troll au rabais ou Lynx affamé qui permettent déjà de filer des cadeaux empoisonnés aux adversaires, de filer plein de jetons comme ça qui vont au final pas vraiment avantager le joueur. Et il y a moyen de pousser ça. Imaginez par exemple avec des effets qui font que quand vous accumulez toutes les conditions qui font que quand il meurt, bah c'est vraiment pas bien. Comme le Guivre du Massacre par exemple qui va tuer tous les jetons et qui va coller 2 par jeton. Un Chercheur de sang qui va dire qu'à chaque fois qu'un de ces jetons arrive en jeu et que vous avez d'autres effets comme ça qui font quand il meurt comme machin, vous allez drainer des points de vie. Et peut-être que vous allez vouloir vous dire que en fait, les jetons ils vont jamais rester, ils vont mourir dès qu'ils arrivent, avec un ingénieur de peste ou une peste virulente par exemple. Et du coup là vous avez un thème qui commence à voir le jour, c'est que vous allez trouver plein de moyens de filer des jetons à vos adversaires, et les jetons vont directement mourir et venir alimenter un Griswold gigantesque qui va semer la terreur. Et pourquoi pas plein d'autres cartes qui ont des effets quand les créatures meurent. Et en fait, en accumulant tout ça, vous allez être une vraie menace au sein de la table. Et là, du coup, le thème commence à me plaire. Encore une fois, c'est des cartes genre Cheval d'Acros ou Troll au rabais. Vous les voyez pas dans le format pratiquement. C'est très peu joué. Pourtant, c'est des cartes qui politiquement sont intéressantes. Mais il n'y a pas trop de général qui donne envie de les jouer. Et ça, c'est encore un nouveau général qui donne envie de jouer ces cartes méconnues et qu'on voit peu. Et du coup, de contribuer à potentiellement, vous allez aller à votre magasin local. Il y a 15 joueurs. Et ils ont chacun 3 decks et tous les decks sont différents et contribuent à amener que des cartes que vous auriez jamais vues autre part et que vous avez jamais vues. Et du coup, constamment avoir des parties où le mec il joue un truc qui fait quoi? Mais c'est quoi cette carte? Mais c'est nul! Attends, laisse-moi relire ton général. Mais c'est trop bien! Oh mon dieu, mais c'est un vrai problème! Et du coup, ces situations-là de réalisation de mais j'avais jamais vu les choses comme ça. Et oui, maintenant tu les vois les choses comme ça parce que j'ai accumulé les conditions. Et ça, c'est assez sympa et c'est vraiment un vent de fraîcheur pour le format. Gired, exilé du conclave. Pour 2 incolores, un rouge, un vert, un blanc, c'est une 2-5 humain et chaman. Que s'il arrive en jeu, vous mettez un petit rhino 4-4 vert avec le piétinement, donc petit, pas tant que ça. Et à chaque fois que Gired attaque, vous peuplez. Le jeton arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant. Donc qu'est-ce que ça propose en fait? C'est une version costaud du Populate, une version musclée. Et un nouveau général Naya. Et Naya n'était pas forcément une couleur qui était si desservie que ça, donc avoir plus de généraux, c'est intéressant. Et tout ce qui permet en fait d'avoir des parties moins molles et plus péchues, plus rythmées, plus rapides, plus agréables en fait, c'est intéressant. Parce que le risque avec des Trostani et des trucs du genre, c'est que vous accumulez les jetons et les points de vie, vous accumulez un board gigantesque et il n'y a jamais personne qui s'attaque. Et du coup, voilà, on se regarde en chien de faïence, ok, bon, il se passe toujours rien. Et du coup, la partie s'enlise et peut-être qu'on peut commencer à s'ennuyer. Donc là, j'aime vraiment beaucoup ce twist-là à Populate qui permet de jouer cet archétype-là sans créer toutes ces situations où on empile les créatures et il ne se passe rien. Avec vraiment un gameplay très agressif, très péchu. Assez cool. Et on ira plus loin dans la vidéo sur l'amélioration du préconstruit qui va avec. Marizy, le briseur de l'annelure. Donc c'est pour 4, un incolore, un rouge, un vert, un blanc, une 5-4 chat et guerrier, qui potentiellement pourrait du coup aller avec un thème chat. Il y a plusieurs de types ici qui sont représentés et qui peuvent permettre du coup d'envisager des twists. Je pense par exemple à Kalina avec un deck Naga, on ne sait jamais, tout est possible. Marizy, du coup, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts pendant le combat, donc vous n'aurez pas de surprise lors du combat. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, incitez chaque créature que ce joueur contrôle. C'est-à-dire que jusqu'à votre prochain tour, toutes ces créatures doivent attaquer à chaque combat si possible, et elles attaquent un autre joueur que vous si possible. Alors ça, en fait, c'est un truc, une approche que j'aime bien, qui est vraiment unique à l'EDH multijoueur, qui est assez politique. C'est, en fait... Là, toutes ces créatures qui sont là-bas, qui sont menaçantes, c'est votre problème. Moi, je regarde avec du popcorn. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer des cartes comme Vipère d'Oran ou Boacide, que personne n'a envie de bloquer, ou un dragon au rabais, ou un héritage du dueliste, en fait, qui permettent que
vous avez soit une créature qui a une capacité d'évasion avec le dragon au rabais, soit l'héritage du dueliste qui fait que vraiment votre 5 cartes, on n'a pas envie de la bloquer parce qu'elle tape fort. Et vous allez forcer plein de créatures à attaquer. Et dans le cas du dragon au rabais, peut-être que vous allez dire tiens, t'as plein de créatures avec lesquelles attaquer et tu vas être obligé d'attaquer quelqu'un d'autre que moi. Donc double arnaque, hein, parce que les créatures que vous avez filées qui sont censées être un effet négatif qui va avec le dragon qui coûte pas très cher, au final c'est un effet bonus, c'est plus de créatures qui vont taper vos adversaires. C'est pareil pour l'héritage du dueliste. Vous avez la double initiative sur une de vos créatures à chaque tour. Et par contre, les créatures qui a des autres joueurs, elles vont attaquer les joueurs entre eux. Vous allez regarder avec votre popcorn et elles vont taper très fort parce que constamment la créature sur laquelle on a le moins envie de voir la double initiative, elle va avoir la double initiative. Un autre petit truc qui est intéressant, c'est que des cartes qui sont cool dans le format comme Reine des Frelons, qui permettent d'avoir plein de bloqueurs d'un coup de très bonne qualité, ici elles ont double emploi. Chez vous, elles bloquent très bien, mais elles ont aussi le vol, ces petits jetons, pour aller en fait toucher les différents joueurs et dire toi t'attaques, du coup tout le monde attaque mais qu'attaque jamais personne, m'attaque jamais moi, donc bonne chance, amusez-vous bien, et hop je continue avec mon popcorn. Donc il y a vraiment un deck à thème popcorn à faire avec Marizzi, ce qui est toujours assez drôle, ça crée des situations marrantes avec les joueurs qui sont dégoûtés, genre qu'est-ce que je vais faire, je suis obligé d'attaquer avec tout, de mettre en danger mon board, de me retrouver en plus vulnérable, parce que ce qui se passe que, imaginez vous attaquez le mec à votre gauche. Maintenant, le mec à votre gauche doit attaquer avec tout. Donc déjà, il faut qu'il trouve qui est-ce qu'il va attaquer parmi les deux autres joueurs. Et en plus, une fois qu'il aura attaqué avec tout, il n'aura pas de bloqueur. Ce qui veut dire que les deux joueurs suivants, c'est sa pomme qui vont attaquer. Et du coup, c'est toujours le joueur à votre gauche qui va prendre hyper cher. Ensuite, Tangars, officier en second. C'est pour 2 incolores, un rouge, un vert, une 5-5 Minotaur et guerrier. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment l'idée d'un Minotaur tribal. Du coup, c'est peut-être possible. Hein. Alors, Tangars, il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Donc potentiellement si vous trouvez un joueur qui n'a pas de créature qui est au moins 5-5, vous avez une cible à attaquer. Et à chaque fois qu'un adversaire attaque avec au moins une créature, si Tangars est engagé, vous pouvez faire que cet adversaire acquiert le contrôle de Tangars jusqu'à la fin du combat. Si vous faites ainsi, choisissez un joueur ou un Planeswalker que cet adversaire attaque et Tangars attaque ce joueur ou ce Planeswalker. Alors déjà il faut voir que si vous avez des effets qui permettent d'engager Tangars pour faire du mana par exemple, ça peut permettre de l'engager sans se mettre en danger. Et ce que ça permet aussi, c'est que à votre tour vous attaquez avec et au tour de chacun des autres joueurs ils attaquent avec. Et c'est le même général, considéré comme un général. Ce qui veut dire qu'il y a les points de généraux qui vont commencer à s'accumuler et que vous choisissez quand vous ajoutez Tangars à un combat. C'est pas automatique. Donc il y a un petit côté Xancha où en fait vous allez avoir plus de choix. Vous avez moins de chances d'être bloqué, vous avez moins de chances de vous faire arnaquer, que ça se fasse sacrifier, etc. Parce que vous choisissez les conditions dans lesquelles vous avez envie de filer votre général. Et il va forcément attaquer un adversaire ou un planeswalker. Donc vous contrôlez assez bien en fait qu'est-ce qu'il va faire. Donc est-ce que ça peut être un général en fait à part entière qui est un espèce de Xancha avec un peu plus de contrôle, un peu moins de risque. Ça peut aussi être une carte qui est assez intéressante dans un deck comme Marizzi par exemple dont on parlait juste avant. Ça rentre bien dans le principe. Et du coup, tous ces généraux jusque-là, c'est encore des généraux assez péchus qui vont bien avec le côté grul du je vais te mettre des patates dans la tronche et tu vas les sentir passer. Un petit truc qui va bien en fait avec ça, c'est que déjà on a accès au vert par rapport à Xancha. Donc on peut plus facilement piocher avec les grosses créatures et du coup utiliser les 5 d'attaque et de défense du général pour un réel effet. Ça permet aussi du coup de jouer des cartes un petit peu plus chères comme un escouflant fer belliciste qui force tout le monde à attaquer. Un problème en fait qu'il pourrait y avoir, c'est personne n'attaque. Du coup vous filez jamais Tangars et votre général est pas ouf. Donc si vous pouvez avoir ce genre d'effet là où les gens sont obligés d'attaquer parce que vous les avez incités via Marizzi ou parce que vous avez un escouflant fer belliciste qui dit que tout le monde attaque, vous résolvez le problème, c'est bon, il y aura des cibles à attaquer, vous allez filer votre 5-5, elle va coller ses pains et ça va être cool. Et potentiellement, si vous avez peur que votre 5-5 meure, mettez-lui des équipements, des petits rankeurs, des petits trucs un petit peu mignons, quoi, histoire que elle tabasse. Ensuite, la dernière de ce préconstruit là, c'est Atla Palani, la marraine des nids. Alors Atla Palani, elle coûte un incolore, un rouge, un vert, un blanc, c'est le dernier général Naya de ce deck là. C'est une 2-3 humain et chaman et pour 2 vous pouvez l'engager pour créer un jeton 0-1 verte œuf avec le défenseur. Et à chaque fois qu'un œuf que vous contrôlez meurt, vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Et on la met en jeu sur le champ de bataille. On met le reste en dessous de notre deck dans un ordre aléatoire.
Alors, déjà, il y a un truc à noter quand même qui est un peu dangereux et que j'aime pas trop avec ce général, c'est que si elle meurt, si Atlapalani meurt, bah vos œufs n'ont plus leur effet. C'est juste des œufs nuls. Ça, je trouve ça dommage, mais bon, ça garde le général sous contrôle, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça? Je sais pas. En tout cas, il y a un vrai plan qui est que, bah déjà, c'est pas très intéressant de vous attaquer parce qu'à chaque fois qu'on vous attaque, vous allez dire ah bah tiens, vas-y, je bloque avec un œuf. Et vous allez ramener un truc un peu gros. Donc vous avez aussi l'incitation à jouer des trucs un petit peu gros justement. Je vais vous dire bah ok mais mes généraux c'est pas des petits trucs, enfin mes créatures c'est pas des petits trucs, hein, voilà, ça va plutôt être genre Avacyn, genre un Eldrazi, genre un truc où bah, quand il arrive, il fait ah ok c'est ça que tu joues, bah oui très bien, bien sûr. C'est aussi un truc du coup Maël par exemple, le problème c'est que bah, vous allez peut-être manquer de bloqueurs ou c'était peut-être un petit peu trop linéaire ou du coup peut-être que Atlapalanis peut être une nouvelle version, une nouvelle approche de ce genre de deck là où vous allez jouer des gros tons et les faire arriver. Un truc aussi c'est que ben, si vous avez des cartes qui posent des œufs comme la dragonne nidifiante, mais il y a plein de petites boues en fait qui traînent dans les fins fonds de vos classeurs, encore une fois on en revient sur le même thème, qui vous génèrent des œufs. Et vous allez vous dire, bah, très bien, donc je vais faire plein de trucs qui font des œufs, puis bah, mes cartes qui font des œufs vont mourir, aller chercher d'autres cartes qui font des œufs ou des gros tons, et de fil en aiguille, j'ai un gros board et je fais mal et je te tabasse la tronche. Là-dessus, c'est intéressant de filer la célérité à Atlapalani, avec des petits trucs genre jambière d'éclair, d'avoir des effets de dégagement comme la musée des graines qui feront que vous allez refaire à tous les tours des joueurs, ou d'avoir des petits effets de sacrifice comme l'hôtel Phyrexian pour être sûr que bah, ces œufs-là, ils vont bien mourir, et au moment où vous en avez envie. Voilà, le petit dernier préconstruit, du coup, c'est le préconstruit avec Ange Falconrat. Alors, Ange, c'est encore une carte sur laquelle on va revenir plus en détail dans une petite vidéo sur l'amélioration du préconstruit. Mais en gros, quand les cartes folie font piocher et ont tout le temps leur coup de folie, ben elles deviennent un petit peu mieux quand même. Et donc, on va avoir envie d'en jouer plein. C'est aussi une option de le jouer en mode réanimation et de jouer du coup plein de grosses créatures et plein de cartes pour les réanimer. Shen, l'adepte des cauchemars, c'est pour 2 incolores, un noir, un rouge, une 3-2 humain et mignon qui dit défaussez-vous d'une carte, vous pouvez lancer une carte de créature depuis votre cimetière ce tour-ci, n'activez cette capacité qu'une seule fois par tour. A chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous ne l'avez pas lancé depuis votre main, elle acquiert la célérité jusqu'à votre prochain tour. Donc ça c'est un peu Ange. Ange, j'ai pas détaillé mais Ange c'est pour un incolore, un noir, un rouge, une 1-3 célérité vampire qui nous permet de s'engager pour défausser une carte puis piocher une carte. Et à chaque fois qu'on défausse comme ça une carte de folie, on dégage Ange. Du coup, on peut recommencer en fait et jouer toutes nos cartes folie à la chaîne et piocher des cartes. Du coup, en fait, on va avoir vraiment le choix et les deux sont assez similaires. Ange permet de jouer n'importe quelle carte, enfin de synergiser avec n'importe quoi qu'à la folie. Là où Shen synergise essentiellement avec les créatures parce qu'on va pouvoir les lancer depuis notre cimetière. Ange peut aussi partir du principe de je défausse juste une créature pour en jouer une autre, puis celle que j'ai défaussée je vais la jouer plus tard, etc. potentiellement. Ou synergiser avec des cartes comme Squee pour défausser une carte et elle revient dans votre main. Ou l'autre Squee, je défausse une carte puis je peux la rejouer depuis mon cimetière. Voilà, ce genre d'effet là. Et les deux ont un peu ce genre de synergie qui peuvent bien passer. Ce qui va être cool, c'est qu'on peut vraiment choisir en fait, genre entre deux parties, vous pouvez changer de deck, vous dire bah tiens, cette partie-là je joue Ange Folie, puis bah, la partie d'après je joue Shen Folie. Si vous avez joué suffisamment de créatures, suffisamment de cartes intéressantes à ramener depuis votre cimetière, ben les deux sont viables et ça vous donne l'option de jouer l'un dans le deck de l'autre. Et bah vous faites une partie avec Ange, puis bah ok vous avez envie de changer, bon très bien vous faites une partie avec Shen et ça marche. Ça c'est quand même assez confortable. Et bah voilà. Kirk, le fils de Yogg-Saibul, qui a un lien de parenté assez du coup clair avec son père, hein, avec tout le principe de Phyrexian, de payer les points de vie pour avoir des effets. Pour 4 incolores et 3 mana Phyrexian, donc ils peuvent payer soit avec du noir, soit avec 2 points de vie. C'est une 2-2 or et mignon lien de vie. Et en fait, pour chaque mana noir dans un coup, que ce soit un coup de capacité ou coup de mana pour jouer une carte, vous pouvez payer 2 points de vie à la place de payer ce coup de mana. Et à chaque fois que vous lancez un sort noir, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur Kirk. Alors ça peut vouloir dire déjà que ça peut être un général un peu Voltron, où on lui met des jambières d'éclair, puis on enchaîne plein de sorts, il grossit, et du coup les points de vie qu'on a payés pour lancer tous ces sorts, on les récupère grâce à notre phase d'attaque. Et les jambières permettent à la fois d'attaquer dès le tour où on l'a joué et de le protéger et s'assurer que notre investissement en points de vie sera récompensé par un gros gain de points de vie. C'est aussi un général qui est très populaire sur EDH Rec en ce moment parce qu'il a potentiellement une approche Storm. C'est-à-dire que je vais enchaîner des cartes comme Messe Noire
en payant des points de vie pour faire du mana, pour jouer des cartes, pour payer des points de vie, puis des piocheurs et des ceci, des cela. Et je vais pouvoir piocher mon deck et gagner la partie. Alors ça, bien sûr, ça marche si j'ai un certain nombre de cartes pour gagner des points de vie. Il y a l'extorsion qui marche très bien, par exemple avec le pontife du fléau. Donc l'idée, c'est que à chaque fois que je vais jouer un sort, je vais payer soit un mana noir, soit en l'occurrence 2 points de vie, pour drainer tous mes adversaires d'un point de vie. Et si j'ai 3 adversaires, par exemple, je gagne 3 points de vie dans l'opération. Donc j'ai 1 point de vie de plus qu'au départ. Donc ça, forcément, ça s'arrête quand j'ai moins de 3 adversaires. Donc au bout d'un moment, il y en a un qui va mourir et ça va être moins drôle. C'est aussi un truc qui marche avec d'autres cartes, comme le marchand gris d'Asphodel, comme Sang délectable, donc les classiques du gain de points de vie en noir. C'est aussi quelque chose qui synergise très bien avec Vilis. Pour tous les points de vie qu'on va payer, on va piocher des cartes. Donc, aller trouver plus de cartes à jouer pour récupérer des points de vie sur Kirk, pour regagner des points de vie, pour en fait avoir des trucs à jouer en tout cas très longtemps. Peut-être pas à l'infini, mais potentiellement en fait vous allez faire des gros tours où c'est j'ai mis 1 milliard de trucs et j'ai un board très menaçant, j'ai gagné plein de points de vie, vas-y, et toi à quoi tu joues? Et le mec va se demander c'était beaucoup, comment je gère ça, au secours? Si vous avez accumulé plein de permanents différents, de types de menaces, ça peut être très difficile pour eux pour revenir. Donc là, il faudra le surveiller. Pour le coup, encore une fois, c'est un général qui peut être aussi bien intéressant pour du multi à base de vraiment très flavor, avec beaucoup de gains de points de vie et d'effets liés, ou une approche plus compétitive Storm. Enfin, le petit dernier pour conclure cette vidéo, c'est Graven, le capitaine du prédateur. Pour 3 incolores, un noir, un rouge, c'est une 5-5 humain et guerrier menace. Alors déjà, il gagne plus X plus 0. X c'est le nombre de points de vie qu'on a perdu ce tour-ci. Donc il y a une synergie aussi avec Kirk. Et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, vous piochez un nombre de cartes égal à la force de cette créature et vous perdez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc ce qui est intéressant, c'est que Kirk, il y avait plus de boui-boui, mais un peu moins de pain dans la tranche. Et comme on l'a dit, si on veut des games un peu dynamiques, ça peut être intéressant d'avoir vraiment un plan pour coller des pains dans la tronche. Ou en tout cas qu'il y ait plusieurs joueurs qui aient ce plan-là. C'est pas obligé d'être tout le monde, mais si personne l'a, du coup potentiellement il peut y avoir la game qui s'enlise et ça peut devenir un petit peu long et chiant. Donc avoir des options de deck qui mettent des pains, c'est cool. Et là pour le coup en fait vous voyez Graven, déjà il a sa deuxième capacité qui dit à chaque fois qu'il attaque vous pouvez sacrifier une autre créature et si vous faites ainsi vous piochez un nombre de cartes égal à la force de cette créature et vous perdez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature, donc il va s'auto-alimenter, devenir plus gros par lui-même et du coup pouvoir supporter une stratégie Voltron, piocher des cartes et du coup alimenter un plan de jeu pourquoi pas assez solide. Et il va aussi synergiser avec tout ce qu'on disait avant, avec Kirk, avec Vilis, avec toutes les cartes de gain de points de vie. Donc encore une fois, on peut se dire, si les deux vous font triper, peut-être jouer Kirk dans Graven. Et comme ça, vous faites le double effet qui se coule, tout ça. Donc là, dans ce deck-là, on a à la fois le thème folie et le thème payer des points de vie. Et du coup, c'est vraiment des thèmes que vous pourrez réexplorer ensuite en faisant des decks. Voilà, donc on a fait le tour de tous les généraux qui ont été apportés par Commander 2019. Comme vous le voyez, il y a vraiment plein d'options, plein de thèmes et vraiment un mot d'ordre qui revient, qui est les cartes qui traînent au fin fond de ton classeur que tu utilisais plus. Là, tu vas les redécouvrir et les trouver fun. Le second twist, le second thème qui revient beaucoup, c'est gardons les parties dynamiques et collons-nous des pains dans la tronche. Donc j'ai pas l'habitude de dire ça parce que moi je suis un joueur bleu-blanc, ce genre de truc très mou. Mais le fait est que quand il y a un petit peu plus de joueurs genre vert-rouge à la table, c'est vrai que ça crée du dynamisme. Donc je ne cracherai pas dessus, voilà, je ne fais pas partie de ces gens-là. Allez-y, jouez vert et rouge, je jouerai blanc-bleu et ça va être cool. Allez, sur ce, merci à tous et à très bientôt sur Chronicles.